Nous ne sommes pas dans un roman de George Orwell, mais c'est pourtant bien un exercice d'anticipation qui est demandé aujourd'hui aux entreprises. En pleine mutation de notre société, ces dirigeants doivent sentir les modèles de demain se dessiner tout en maintenant leur business à flot et en répondant aux attentes de leurs clients et de leurs collaborateurs. L'équation n'est pas évidente à résoudre, je vous le concède. Alors, sur quoi peuvent-ils s'appuyer ? Je suis Raphaël Duchemin et dans ce numéro de décryptage, je vous emmène à la rencontre des experts de PwC et vous allez voir que quand on manque de visibilité pour dire à quoi ressemblera demain, une ressource se révèle essentielle, la ressource humaine. Bonjour Bouchra Roby. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé consulting Workforce chez PwC. Nicolas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes également associé consulting Workforce chez PwC. Le rôle des DRH est manifestement en train de se transformer et ce sous nos yeux. Peut-être pour redevenir, en tout cas c'est le sentiment que j'ai, ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire un rôle central dans l'entreprise. Je me trompe, Bouchra ? Absolument pas. Et c'est quelque chose qui, en fonction des niveaux de maturité des fonctions RH, est déjà le cas pour certains de nos clients, en tout cas depuis quelques temps. D'abord, elle s'est manifestée par l'accès des DRH au COMEX, qui était un vrai mouvement, mais ça commence à dater maintenant. Et puis, quand on travaille avec nos clients, on voit en effet que le DRH occupe un rôle central. Et il occupe ce rôle central, encore plus vrai à la sortie du Covid. Les DRH ont été au cœur des préoccupations des dirigeants. Ils étaient les premiers à devoir répondre à une question qui peut paraître très simple, qui est: ils sont où nos people? Ils sont où nos collaborateurs? Ils sont assez où? Dans quel pays? Pour nos clients, par exemple, du CAC 40 qui sont présents partout dans le monde. Et donc, et des questions très pratico-pratiques de santé au travail, du télétravail, ensuite, après le Covid, du retour au travail. Et en parallèle de ça, les DRH ont dû également investir énormément pour se moderniser, parce que le Covid a aussi mis en exergue les limites des outils dont on disposait, autant que fonction RH, pour pouvoir savoir de quel workforce on dispose et de quelles compétences et qu'est-ce qui est l'essentiel et nécessaire pour le fonctionnement de mon organisation. Donc, le travail de DRH a changé parce que les choses ont changé, Nicolas ? Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte que les directeurs des ressources humaines, dans leur profil, ils ont changé. On a des DRH qui, il y a encore une vingtaine d'années, étaient beaucoup issus des métiers des relations sociales. Parce qu'en France, il y a quand même cette question des relations sociales, des conflits sociaux. Et donc, les CEO, les patrons d'entreprise, choisissaient beaucoup leurs DRH parmi ceux qui avaient un amour finalement des relations sociales, du dialogue social et une très bonne connaissance des instances représentatives du personnel. Depuis 10 ans, ce qu'on voit chez PwC notamment, c'est que ces profils-là, ils changent. On a de plus en plus des DRH qui sont des transformateurs, des agents de changement, des gens qui finalement pensent la transformation et essayent de s'aligner sur la stratégie d'entreprise. C'est vraiment ça le gros changement. On s'aperçoit aussi, quand on regarde d'un peu plus près, que le métier de DRH doit faire face finalement à de multiples injonctions, qu'elles soient externes ou internes. Du coup, c'est son rôle pivot qui est en train d'être confirmé dans l'entreprise. On peut le dire comme ça ? Tout à fait. Le DRH, il est dans le mot RH. Il y a ressources humaines, il y a les humains qui sont au cœur. Ça peut paraître bateau quand on dit qu'on met l'humain au cœur des transformations, mais c'est à ça que s'attellent les DRH en fait. Nicolas le disait, c'est des acteurs du changement. Et donc les DRH, de plus en plus, prennent en fait les projets de transformation de l'organisation, les grands projets de changement au sein de l'organisation. Et ils ont un rôle clé et un rôle pivot parce que oui, ce sont les collaborateurs que je dois servir, tout en créant de la valeur pour l'entreprise. Donc c'est un vrai positionnement qui nécessite des profils différents. Je rebondis sur ce que disait Nicolas. On a de plus en plus des DRH aussi qui viennent du métier et pas uniquement des historiques de la fonction RH. Ça, c'est un vrai changement dans le type de profil aussi qu'on a parce qu'on est passé par le métier et donc il y a de l'empathie que j'emmène avec moi quand je deviens DRH, donc de la sensibilité accrue sur ce que c'est qu'en fait les enjeux du dirigeant. Donc c'est vraiment un vrai rôle pivot, on peut le dire comme ça. Et puis aussi le DRH, on le disait il y a une dizaine d'années environ, surtout dans les grands groupes financiers, les grands groupes bancaires, c'est les premiers qui ont vraiment parlé du DRH comme un business partner, c'est-à-dire qui ont mis en place plein de formations pour que le DRH ne s'occupe pas simplement
de l'avenir des collaborateurs et du bien-être des collaborateurs, qu'ils s'en occupent bien sûr, mais aussi aide les transformations et les questions d'organisation dont on vient de parler. Aujourd'hui, on a un DRH qui est plus équilibré sur ces deux fonctions-là. On a un DRH qui, effectivement, essaye en COMEX, en CODIR, d'avoir une voix un peu plus importante qu'avant sur les enjeux business, et qui démontre sa valeur ajoutée par rapport au business, sur les compétences, sur le change management, sur d'autres sujets. Et dans le même temps, il a des outils plus puissants pour être plus près des collaborateurs. Ce DRH, il fait face à de nombreux défis. Il doit gérer par exemple les évolutions réglementaires, les évolutions sociétales, on en parle beaucoup. Je pense évidemment à la CSRD, hein. Il est en plein les mains dans le cambouis, si j'ose dire, pour ne citer qu'elle, mais on pourrait en prendre d'autres. Il doit en même temps pallier ses propres manques, et vous l'avez évoqué, manque notamment de compétences et parfois d'outils. Par quoi est-ce qu'il doit commencer? Par quel bout est-ce qu'il attrape le problème? Il l'attrape par plusieurs bouts. En fait, ce qu'on a constaté sur les 3 dernières années, une libération d'investissement pour les DRH. Ils ont lancé en fait des projets assez conséquents à la maille d'une fonction RH. C'est des projets qui coûtent cher et qui sont très mobilisateurs. Donc en fait, il y a plein de projets qui sont lancés depuis 3 ans. La majorité des DRH des grandes entreprises ont modernisé leurs outils, ce qui leur permet une meilleure aussi aide à la prise de décision, parce que du coup, ils ont des données plus correctes, des données qui peuvent en fait simuler, qui peuvent mettre à disposition des dirigeants. Ça, c'est un point, par exemple. Le deuxième point, c'est que les DRH font un énorme travail de professionnalisation de leurs propres ressources. Et donc, quand on te dit « je suis business partner », ça veut dire quoi concrètement? Et ça, ils le prennent par différents exercices très pragmatiques pour le manager, parce qu'il faut que ça soit perçu par le manager et par les dirigeants que je suis business partner. Et un exercice en particulier dans lequel la DRH peut exceller et être perçu comme tel, c'est l'exercice de planification des ressources. Savoir et pouvoir anticiper les impacts des évolutions sur les emplois et les compétences, savoir aider à dire que je dispose de la bonne personne au bon endroit au bon moment. C'est un parmi d'autres exemples, mais en effet, c'est l'une des actions par lesquelles le DRH se met en mouvement aussi vers ce rôle. On accompagne régulièrement des DRH dans leur prise de poste. On appelle ça accompagner les 100 premiers jours du DRH. Et à ce moment-là, on voit un peu comment il prend le job et puis comment il essaye de créer de la valeur le plus rapidement possible. Et souvent, dans les premiers jours, il nous pose cette question. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour vraiment que j'ai de l'impact tout de suite, maintenant ou à très court terme? Et en fait, il y a un exercice relativement simple qu'on fait avec Bouchra et nos équipes avec les DRH, c'est qu'on prend le plan de développement de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise, qui souvent repose sur 4-5 axes. On va plus s'internationaliser, on doit développer tel nouveau produit et on doit intégrer tel techno. Et on prend ces 3 axes, par exemple, et on regarde, OK, c'est quoi l'impact sur les recrutements? C'est quoi l'impact sur le développement de la formation? C'est quoi l'impact sur les relations sociales? Et ce petit travail, tout simplement, que dans le langage de consultant, on appelle un travail d'alignement stratégique des ressources humaines, quand on le fait correctement avec les clients internes, c'est-à-dire les managers, quand on le fait avec l'équipe RH, en fait, c'est hyper puissant. Donc, pour répondre à votre question, le premier truc à faire, c'est vraiment de discuter avec son CEO, et puis d'aligner sa politique RH sur la stratégie business. Et c'est d'autant plus important que si on n'aligne pas, on n'attire pas non plus. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. On n'attire pas ou on laisse partir des talents. Or, j'ai cru voir qu'une personne sur 5 se dit prête à quitter son emploi et un jeune sur 2 de la génération Z estime que son entreprise ne sera plus viable dans 10 ans. On comprend combien cette attractivité et le rôle du DRH va être essentiel dans la manière dont il va savoir retenir ou attirer les people. Un vrai sujet entre, on va dire, la performance économique de l'entreprise et l'engagement des collaborateurs. Donc on parle beaucoup d'engagement, on parle de la capacité d'une organisation, pas seulement à attirer, mais surtout à retenir, sachant qu'on ne peut pas retenir tout le monde. Donc il faudrait créer des politiques qui ciblent correctement ou le mieux. Et oui, les jeunes, et pas que, se posent la question de le purpose, en fait, la mission de l'entreprise dans laquelle j'agis. Est-ce que je m'y retrouve? Qu'est-ce que l'entreprise m'apporte? Donc, on entend beaucoup parler de sujets d'expérience collaborateur. Comment l'entreprise, et donc par le prisme de la fonction RH, mais pas que, gère mes moments qui comptent dans ma vie au sein de l'organisation. Donc ça, c'est des choses qu'on active au service de la rétention des collaborateurs. Et puis, on a un vrai sujet aussi qui revient sur vulgariser le changement. Vous aviez dit tout au début que
on se transforme. Chez nous, on parle d'entreprise transformative chez PwC. On ne fait que ça. Et c'est une réalité et les collaborateurs l'ont compris et il n'y a pas de souci avec ça. Le souci, on le voit plutôt dans la façon dont l'organisation, par le DRH ou pas, se donne comme mission de vulgariser ce changement-là, pour que chacun s'y retrouve et le comprenne. Donc quand on se questionne sur l'avenir de l'organisation, c'est probablement parce qu'on voit passer un certain nombre de plans de transformation qui s'enchaînent, mais je n'ai pas forcément vu la répercussion à mon niveau, moi collaborateur, ou alors je ne le comprends pas. Et donc on revient sur des sujets de pure pause, qui est très très important. Et la bonne nouvelle, c'est que les DRH, on les voit de plus en plus, ils prennent ce sujet-là, ils se donnent comme mission d'accompagner ce changement-là et de travailler sur le pure pose et les valeurs de leur entreprise. Oui, il faut que ça arrive jusqu'aux collaborateurs. Oui, nous, ce qu'on constate dans la plupart de nos enquêtes, c'est que la notion d'employabilité, qui est un terme un peu barbare, il faut bien en convenir, mais qui est très défendu par les entreprises, les DRH, le MEDEF, la CGPME et autres, depuis 15 ans, qui vise à dire il faut que nos collaborateurs se forment en continu, il faut qu'on les accompagne parce qu'ils vont changer plusieurs fois de boulot, ce que vous soulignez très, très, très justement. Finalement, cette notion d'employabilité, dans toutes nos enquêtes, on voit que les collaborateurs l'ont enfin comprise. On a publié une enquête qui s'appelle Hopes and Fears et qui met vraiment ça en évidence, où les collaborateurs disent quasiment à 75% qu'ils ont parfaitement conscience que c'est de leur responsabilité, je veux être clair sur ce que je dis là, c'est à leur initiative qu'ils doivent développer leurs compétences avant même que l'entreprise dise ou constate qu'il y a un décalage par rapport aux compétences attendues dans le job. Ça, c'est quelque chose, c'est une tendance nouvelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est quelque chose d'assez neuf que le collaborateur prenne en main et accepte, en tout cas dans les enquêtes, de prendre en main son destin et ses compétences. Il y a une mission très claire du DRH, c'est cette fidélisation finalement du collaborateur parce que l'entreprise va partager les mêmes valeurs et il va falloir essayer de le lui faire comprendre. Du coup, c'est aussi le sens du collaborateur qui change. Il est vraiment au cœur de l'entreprise. On arrive à lui faire prendre conscience de ça aujourd'hui ? En fait, chaque contexte d'entreprise est différent. Donc, il n'y a pas une généralité. Il y a plein de pratiques, de superbes pratiques qu'on voit chez nos clients. Moi, je pense particulièrement à un client que j'ai en tête, qui a déployé une vraie approche d'employee journée, d'expérience collaborateur, dans lesquelles ils vont vraiment toucher la réalité de ce que fait le collaborateur. J'ai vécu une transformation. J'ai bien compris ce que ça voulait dire pour mon rôle aujourd'hui et dans 3 ans. Parce que cette transformation, elle va être concrète dans 3 ans. J'ai été accompagnée parce qu'on m'a proposé un plan de formation qui était très clair et du coup, je le comprends. Ce qu'on m'a mis à disposition, j'en suis au courant. Je sais aller l'activer pour dire je dois me former sur ça. Donc, j'ai pas envie de faire de généralité pour dire oui ou non. J'ai envie de dire que ça dépend pour le coup vraiment des niveaux de maturité et des moyens qu'on va mettre derrière ça. On a parlé du rôle de l'humain. Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans le même temps, on fait entrer de plus en plus les nouvelles technologies, comme l'IA, évidemment. Et on constate que ça a un effet immédiat sur les gains de productivité. Comment est-ce qu'on gère cette sorte de dualité ? Alors, c'est... Le gain de productivité de l'IA, il est démontré à certains endroits de l'entreprise, indéniablement. Mais à d'autres endroits, il a démontré que ce n'était pas aussi mécanique que ça. Déjà, c'est une technologie qui nécessite un certain nombre d'investissements. C'est une technologie avec laquelle on se familiarise petit à petit. Donc, tout le monde dans l'organisation n'en est pas familier. D'ailleurs, dans l'une de nos enquêtes, il y a plein de collaborateurs qui disent ne l'avoir jamais ou très peu utilisé dans un milieu professionnel. Ceci étant dit, je vais prendre un exemple de pourquoi le gain de productivité n'est pas évident partout. Un exemple RH. Je vais rester dans le même domaine. Le recrutement, par exemple, un des cas d'usage qui était le plus évident, c'était de dire c'est une technologie qui me permet de comparer des choses. Donc je peux comparer un CV par rapport à une offre d'emploi et ce que j'ai noté comme étant requis en termes d'expérience et de skills. Et j'ai un classement. Donc ce classement-là, ça va m'aider moi, recruteur, quand j'ai des volumes, parce qu'en fonction bien sûr des métiers, je peux avoir des volumes extrêmement conséquents. Donc au moins, je me dis je ne suis pas passé à côté du bon CV parce qu'il est arrivé en retard, etc. Et en fait, parce que l'intelligence, on ne l'arrête jamais, on a l'IA maintenant qui fait la guerre à la première IA, parce que c'est l'IA pour le candidat qui me permet, moi, candidat, de créer le CV parfait, qui répond exactement à l'annonce à laquelle je dois postuler. Donc, en fait, à certains endroits, l'IA ne vient pas tout de suite absorber la charge de travail, elle vient aider indéniablement. Donc, oui, c'est une technologie extrêmement prometteuse. On la prend à bras-le-corps. Elle n'est pas encore
évidente aujourd'hui dans le quotidien. Mais elle est importante et elle sera aussi au service de ces ressources humaines. En tout cas, les collaborateurs disent qu'ils ont envie d'IA. C'est-à-dire que quand on les questionne, en fait, ils disent moi, j'aimerais bien plus utiliser au travail l'IA. Je le vois plutôt comme un sujet de productivité, d'efficacité. Ce que disent d'ailleurs aussi les dirigeants. Ils disent moi, je considère que l'IA va m'apporter des gains de productivité. Et là, il y a besoin de formation aussi. Il y a besoin de formation et il y a même un décalage entre la France et le reste du monde, puisque en fait, en France, il y a à peu près 10 points de décalage des collaborateurs qui disent moi, je suis à l'aise sur le sujet. Et donc, on a 10 points de moins en France que dans le reste des pays développés. Ça, c'est un petit sujet. Alors même que, effectivement, Bouchra le disait, les usages domestiques, parfois, c'est des usages récréatifs et amusants, mais sont plus développés. C'est un peu comme à l'époque d'Internet, en fait. Il y avait vraiment un décalage entre l'usage qu'on en avait à la maison et on devenait très bon sur le maniement de l'outil. Et puis, au travail, on l'a attendu 2-3 ans plus tard. On est un petit peu dans la même configuration sur l'IA. Quel est le nouveau rôle du DRH? Parce que vous l'appelez, je crois, le DRH augmenté. Vous en avez parlé, le business partner de demain. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'il va devoir travailler? Est-ce qu'il va falloir qu'il anticipe davantage les évolutions des métiers? Est-ce qu'il doit aussi voir les outils changer, accompagner ces évolutions, adapter les modes de travail? C'est un peu tout ça? Il est augmenté par la technologie. Ça, on en a parlé. Je parlais des investissements qui ont été relancés pour moderniser le système d'information RH. Il est augmenté surtout par la data. Parce qu'en fait, c'est au cœur quand même des préoccupations du DRH, mais aussi des dirigeants. Savoir compter ma workforce, savoir évaluer la force sur un métier donné, combien j'ai de personnes qui possèdent ce skills-là. Pouvoir animer la mobilité, par exemple. Pouvoir cibler des mesures. Si je dois déployer un programme à large échelle, je vais prévoir un différent niveau, un niveau de awareness, que je vais décider de le faire pour tout le monde. Donc, si j'ai la bonne donnée, je sais le quantifier. Ensuite, si j'ai la bonne donnée sur ma force de travail, je dois pouvoir cibler le niveau expert de cette IA. Donc, ce ne sera pas la même population. Donc, le DRH augmenté, il est augmenté technologiquement par de l'IA pour lui-même, parce qu'il s'est investi des sujets, et ça, je trouve que c'est excellent. Si je dois accompagner les collaborateurs sur ce que veut dire l'IA pour eux, je dois déjà me l'approprier, moi, dans mon domaine d'activité. Et augmenté donc par la data, parce qu'en effet, ça va m'alimenter pour mes politiques, et ça va aussi m'aider à anticiper, en fait, les impacts de tout ce qui se passe autour de mes transformations des technologies sur les emplois et les compétences. Et puis, le DRH, il peut être, c'est plus basique, mais il peut être aussi augmenté par les autres. C'est-à-dire, il peut être augmenté par les réseaux professionnels dans lesquels il est, le souci et l'envie d'avoir plus de benchmarks. Les DRH sont quand même une population, si vous me permettez, assez modeste. C'est-à-dire qu'elle considère toujours qu'elle peut mieux faire. Et donc, je pense qu'elle se forme, elle se développe. Bouchra le disait, elle forme et elle développe son équipe. C'est très, très fréquent que les associés de PwC soient appelés par leurs clients simplement pour pitcher une enquête, pour discuter d'une thématique, pour regarder comment on aborde un sujet ou un autre, indépendamment d'une mission contractuelle. Donc c'est quand même une population qui est très preneuse de confrontation. Ils ont conscience aujourd'hui de cette nécessité de se transformer, Bouchra? Ils le font, et ils en sont conscients, ils sont très curieux. Moi, mes clients avec qui je travaille, je les trouve extrêmement curieux, extrêmement ouverts. Et ce n'est pas le cas uniquement des DRH du CAC 40, qui sont par défaut obligés d'être ouverts parce que leurs équipes sont partout dans le monde, mais c'est aussi le cas de nos DRH des ETI. Donc c'est une population que je trouve extrêmement volontariste, extrêmement curieuse, qui fait avec les moyens du bord, parce que les DRH, malheureusement, ne bénéficient pas toujours de budgets conséquents comme je peux l'avoir dans d'autres fonctions. Et donc, clairement, une population qui prend à bras le corps sa propre transformation et tient vraiment à être présente au sein des COMEX. Le job de DRH, c'est quand même le job qui fait le lien entre l'humain, la technologie, les actionnaires. Et quelque part, c'est un magnifique métier pour faire passer ses idées. J'espère qu'on aura réussi à changer le regard, justement, ensemble sur ce rôle de DRH. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans ce podcast Décryptage que vous retrouvez sur pwc.fr. Retrouvez PwC en direct, le podcast, sur toutes les plateformes de streaming et sur pwc.fr. PwC en direct.